Saviez-vous qu'un homme, autrefois réduit en esclavage, est devenu une légende vivante, laissant derrière lui une descendance si vaste qu'elle pourrait peupler un village entier? Cette histoire, bien réelle, s'inscrit dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine, celui de l'esclavage et de l'exploitation reproductive. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette époque où les corps étaient marchandises, et où même la capacité à donner la vie devenait un instrument d'oppression. Découvrez avec nous la fascinante et tragique histoire de Patasseka, un homme dont la descendance a marqué le destin d'un village entier. Avant de continuer, veuillez vous abonner à votre chaîne L'Œil du Savoir et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire connaître l'histoire à d'autres personnes. Merci de l'avoir fait. Maintenant, plongeons dans cette histoire fascinante de Patasseka. En janvier 1808, la traite transatlantique des esclaves prit fin. Pourtant, loin de marquer un progrès pour l'humanité, cette décision entraîna une nouvelle forme de cruauté dans les Amériques. À cette époque, les plantations de coton, de canne à sucre et de riz connaissaient un essor phénoménal, en partie grâce à des avancées technologiques comme l'égrenneuse de coton. Cette invention révolutionnaire rendait la culture du coton à fibres courtes extrêmement rentable, transformant cette matière en pierre angulaire de l'économie du Sud. Mais une question se posait: comment maintenir cette production massive sans importation d'esclaves? Avec la fin des arrivées d'Africains et des taux de mortalité élevés parmi les esclaves existants, les propriétaires terriens se retrouvèrent face à une pénurie critique de main-d'œuvre. La solution qu'ils mirent en œuvre est l'un des chapitres les plus cruels de l'histoire humaine. Incapables de renouveler leur stock par la traite, ils se tournèrent vers une exploitation interne, l'élevage d'esclaves. Les femmes furent contraintes de porter enfant après enfant, non pour bâtir une famille, mais pour alimenter la machine économique. Elles devinrent des porteuses, des femmes reproductrices, réduites à un rôle biologique, sans considération pour leur humanité. Mais les femmes ne furent pas les seules victimes de ce système. Les hommes, eux aussi, furent choisis pour leur qualité. Imaginez un monde où la force physique, la santé et la résistance n'étaient pas des atouts personnels mais des critères pour déterminer votre valeur reproductive. Des hommes étaient sélectionnés pour leurs traits perçus comme supérieurs, une grande taille, une musculature robuste ou des signes de vitalité exceptionnels. Le but? Assurer une descendance adaptée aux travaux harassants des plantations. Ce processus, bien qu'horrifiant, était une application froide et calculatrice de la sélection naturelle, tournée contre l'humanité même. C'est dans ce contexte qu'émergea la légende de Patasseka, également connue sous le nom de Roque José Florencio. Originaire d'Afrique, il fut réduit en esclavage au Brésil, où il vécut une existence marquée par la servitude. Mais Patasseka n'était pas un homme ordinaire. Sa stature imposante 2,18 m, avec des jambes élancées et des mains larges, fit de lui un candidat idéal pour le rôle de reproducteur. Les croyances locales amplifièrent son rôle. On disait que les hommes grands et élancés avaient plus de chances d'engendrer des fils, une main-d'œuvre précieuse pour les maîtres. Malgré son statut d'esclave, Patasseka bénéficia d'un traitement relativement privilégié. Son maître, un fermier de São Carlos, dans l'état de São Paulo, lui confiait des tâches spécifiques, comme la livraison de courriers ou l'entretien des animaux. Ces responsabilités lui accordaient une certaine liberté de mouvement, lui permettant de se déplacer à cheval entre le village et la ville. Contrairement à ses pairs, il échappa aux travaux éreintants des champs, mais son rôle n'en était pas moins oppressant. La fonction de Patasseka était claire, assurer la reproduction de ses semblables. Les descendants de cet homme affirment que près de 30% des habitants du district de Santa Eudoxia, à São Carlos, pourraient remonter leur lignée jusqu'à lui. Sa vie était régie par les volontés de son propriétaire. Minutieusement contrôlé pour détecter d'éventuelles maladies, bien nourri, il fut traité comme un animal et utilisé comme reproducteur. Le nombre exact de femmes avec lesquelles il fut contraint d'avoir des relations ou la fréquence de ces actes demeure inconnue. Cependant, on estime qu'il fut le père de plus de 200 enfants, qui héritèrent de son statut d'esclave. Ces derniers connurent également une vie de servitude. Certains furent vendus pour générer des profits, tandis que d'autres furent contraints de travailler sur les plantations de leurs maîtres. Les enfants de Patasseka furent traités avec une extrême cruauté, subissant des conditions de vie impitoyables. Dès leur plus jeune âge, ils étaient forcés d'accomplir des travaux éreintants sur les plantations ou dans les maisons de leurs propriétaires. Ils n'eurent jamais la chance de connaître une enfance normale, leur innocence étant sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. Ces enfants endurèrent des épreuves inimaginables. La vie des descendants de Patasseka fut si marquée par la souffrance que peu d'entre eux sont aujourd'hui connus. À l'époque, Patasseka lui-même peinait à reconnaître ses propres enfants parmi ceux engendrés par d'autres reproducteurs. Une fois en âge de travailler, les enfants étaient rapidement mis à contribution, tout comme leurs parents avant eux. Réduits au rang de biens, ils étaient considérés comme des marchandises destinées à être achetées, vendues ou échangées. Les familles étaient souvent déchirées, les enfants étant séparés de leur mère et de leurs frères et sœurs, sans égard pour leur bien-être émotionnel.
En grandissant, ils étaient assignés à diverses tâches selon leur âge et leur capacité physique. Certains travaillaient dans les champs aux côtés des adultes, endurant le soleil brûlant pendant de longues heures pour récolter le coton, planter des cultures ou s'occuper du bétail. D'autres étaient affectés au travail domestique, où ils devenaient des serviteurs dans les foyers, accomplissant des tâches telles que le ménage, la cuisine et la garde des enfants des maîtres. Ces enfants esclaves furent soumis à des pratiques déshumanisantes. On leur interdisait souvent d'accéder à l'éducation, car un esclave instruit représentait une menace pour le système esclavagiste. Cette ignorance imposée les privait de toute chance de développer leur potentiel intellectuel. Par ailleurs, ils subissaient diverses formes de brutalité, notamment des punitions physiques sévères comme les coups de fouet ou les passages à tabac pour la moindre infraction. Ces traitements avaient pour objectif d'instiller la peur, de maintenir le contrôle et de renforcer l'idée de leur infériorité. Cette cruauté servait à perpétuer une dynamique de pouvoir, où les esclaves étaient considérés comme moins qu'humains. Grâce à son succès en tant que reproducteur, Pataseca reçut un traitement relativement favorable. Il jouissait de privilèges spéciaux. Après l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1888, son ancien maître lui offrit une parcelle de terre. Libéré, Pataseca trouva l'amour auprès de Palmira, qui l'épousa. Ensemble, ils élevèrent 9 enfants et fondèrent une famille sur les terres offertes. Pataseca se consacra à la construction d'une nouvelle vie, devenant fermier et exploitant sa propre propriété, le sitio Pataseca. Il se spécialisa dans la production et la vente de rapadura, une forme solide de sucre de canne non raffiné. Ses revenus, bien que modestes, lui permirent de subvenir aux besoins de sa famille et de nourrir l'espoir d'un avenir meilleur. Cependant, malgré sa liberté, Pataseca ne put jamais retrouver les centaines d'enfants qu'il avait engendrés pendant sa servitude. Privé d'éducation formelle et confronté aux réalités cruelles de l'époque, il n'avait aucun moyen d'accéder à des documents permettant de retracer sa descendance. À cette époque, les registres des enfants nés en esclavage, indiquant leurs parents, étaient rarement tenus, rendant toute recherche presque impossible. Pataseca s'éteignit paisiblement dans son lit le 13 juin 1958, à l'âge de 130 ans, à Santa Eudoxia, São Carlos, São Paulo, au Brésil. Entouré de sa famille et de ses amis, il fut honoré par des chants et des prières. Pataseca vécut de nombreux événements marquants de l'histoire brésilienne, la fin de l'esclavage en 1888, la proclamation de la République en 1889, et les 2 guerres mondiales. Son enterrement fut suivi par des milliers de personnes venues lui rendre hommage. Un monument fut érigé en son honneur dans le cimetière de Santa Eudoxia, où il repose désormais. Son rôle en tant que reproducteur met en lumière la nature froide et calculatrice du système esclavagiste. L'esclavage ne se limitait pas à l'exploitation physique. C'était un mécanisme insidieux conçu pour se perpétuer en engendrant des générations d'individus asservis. Tout comme les animaux sont sélectionnés pour des traits spécifiques, les esclaves étaient soumis à un processus déshumanisant qui ignorait leur autonomie et les réduisait à de simples outils de production. Malgré l'obscurité de son passé, Pataseca parvint à tracer un chemin vers une vie plus épanouissante. Son héritage demeure un témoignage de la résilience et de la force de ceux qui ont enduré les chapitres les plus sombres de l'histoire. Comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager nos contenus pour faire connaître la vérité sur l'histoire des Noirs et leurs récits méconnus. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.